voyage qui s'est fait sur l'année 2015, qui a commencé dès le début du printemps, au mois d'avril, et qui s'est étendu jusqu'au mois de juin. Donc sur toute la partie printemps jusqu'aux prémices de l'été. Donc on est parti sur 2 mois de marche pour effectuer 1700 km à pied, de la France jusqu'en Espagne, du Puy-en-Velay plus exactement pour rejoindre la Galice. Ce qui nous attire en fait dans ces chemins de Compostelle, c'est on nous en avait dit beaucoup de bien par rapport aux rencontres qu'on pouvait y faire. Et donc on est parti et puis on s'est rendu compte en fait au fil des étapes qu'on traversait, parce qu'on est parti quand même 2 mois, que en fait l'importance de ce chemin c'était pas son aboutissement, mais en fait toutes les étapes qui avaient permis d'y arriver. Et ça faisait un moment qu'on voulait se lancer dans un voyage qui pourrait être long dans la durée et enrichissant dans les rencontres. Compostelle, c'est un chemin qui a tellement d'histoires, qui a tellement de choses, tu te dis, il faut que j'aille voir. Et du coup, on est allé voir, quoi. Mais vraiment sans aucune ambition, pour ma part. On est allé voir, on s'est lancé. C'était peut-être quelque part pour nous un test d'un premier vrai voyage. Et donc peut-être notre question c'était ça, ouais. Est-ce qu'on est capable de prendre la route pendant plus de 2 mois et de pouvoir se débrouiller seulement en marchant. On avait beaucoup expérimenté de différents voyages, mais toujours sur courte durée. Et c'était un peu le premier d'une liste qui voudrait se créer. Ouais. Ce qui est vachement abstrait, c'est qu'au départ, tu pars pour tu pars pour 1600 bornes environ de marche. Tu sais pas ce qui t'attend. Et au final, surtout dans les premiers jours, tu t'en fiches pas mal, quoi. Tu te dis juste, on va marcher. Si ça le fait, ça le fait. Si ça le fait pas, ça le fait pas. Mais au final, au départ, surtout, il y a vraiment rien qui t'oblige, quoi. Et tu le fais. Enfin, tu te dis juste, voilà, on marche et puis pourvu que ça dure. Peu importe les questions qu'on se pose, au final, quand on passe 6-7 heures à marcher par jour, à un moment, t'es tout seul, hein. Même ceux qui essayent d'écouter de la musique, ils font pas ça longtemps. À un moment donné, t'es tout seul, tu marches. Et tu penses, et tu penses. Qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que j'aime pas, qui c'est que je voudrais être. On était en tout cas 5 à avoir vraiment suivi cette aventure. Tous aimions la marche, aimions beaucoup la marche, mais on était loin d'être des professionnels et on n'était pas non plus des athlètes avérés. Mais bon, on avait quand même ce goût de la marche et généralement on marchait environ, dès le début on marchait sur des 20-25 km, rapidement passer sur du 30 km journalier, donc ce qui valait à peu près entre 5 et 6 heures de marche quotidienne. Mais ce qui est marrant avec le chemin de Compostelle, c'est qu'on arrive rapidement à des records de marche qu'on n'aurait pas pu imaginer. Je me souviens dès le départ, on me parlait de Santiago, la ville de Saint-Jacques-de-Compostelle, jusqu'à l'océan, qui avait 90 km, et qu'on me disait ça se fait en 2 jours. Je pouvais pas les croire. Je me disais comment on peut faire 45 km par jour en enchaînant. Et il me disait non, non, mais tu verras, quand tu auras marché 1 mois, 2 mois, tu les enchaîneras et ça te semblera normal. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvé quelques fois à faire plus de 50 km. Pour tout dire, on a fait 2 jours de pause. Un jour à la frontière franco-espagnole pour les copains, parce qu'ils arrivaient, voilà, fallait bien prendre le temps un peu de fêter leur arrivée. Et puis un jour à Santiago, parce que bon, à Santiago, la drogue de la marche, ça peut paraître vraiment flou pour les gens qui l'ont jamais subi, mais c'est quelque chose de concret. Quand tous les jours ton but c'est d'avancer, t'es obligé, quoi. Tu te dis, il faut que je marche, quoi. Tu te lèves le matin, cool, aujourd'hui je marche, quoi. Comme hier et comme demain, c'est génial. Ouais, c'est vrai que j'étais pas parti avec l'ambition de me dire je vais rentrer avec un documentaire. Je partais plus avec j'ai ma caméra, si je rencontre quelqu'un d'intéressant, faire un petit sujet sur lui. Mais je m'étais pas imaginé dès le départ à faire un documentaire sur 2 mois, un documentaire vraiment qui puisse traiter d'une thématique aussi large. On ne partait pas en tout cas avec un synopsis du documentaire qu'on allait réaliser, quoi. On savait qu'on allait faire des témoignages parce qu'on savait qu'il y aurait des rencontres et tout. Donc l'idée c'était surtout ça à la base, de faire des témoignages de pèlerins.
Mais après, raconter une histoire, c'est autre chose. Ouais. Le documentaire, il a pas commencé au Puy-en-Velay, hein, c'est sûr. On est arrivé au Puy-en-Velay, on savait pas ce qu'on faisait, on avait les caméras, on voulait faire quelque chose, mais on savait pas quoi. Et puis, je me souviens, ça a commencé un jour, tellement d'étapes, tellement longtemps, je sais plus où c'était, mais un groupe de gens du Nord. Ces gens-là nous ont donné envie de les interviewer, vraiment. Parce qu'ils étaient vraiment plein de bonne volonté, et pour nous, ça représentait vachement le chemin, quoi. Ces gens qui voulaient donner, qui voulaient... Parce que c'était même pas des gens qui marchaient, c'était simplement des gens qui offraient un café le long de la route. Mais ils étaient là pour faire participer leur association, pour la faire connaître, et tout simplement pour échanger quelques mots avec les pèlerins. Et c'est là que... Enfin, dans mon souvenir, c'est là vraiment que ça a commencé. Dire si c'était à refaire, le tournage serait à réorganiser. Parce qu'il n'y avait pas d'organisation. On s'est lancé là-dedans, un petit peu sur le feeling. On avait une caméra, on marchait, et on s'est dit il faut faire un truc, on sait faire, donc il faut créer quelque chose. Et on a pris ces interviews. Au bout de 3 semaines, on s'est vraiment décidé à tiens, on va écrire une liste de questions et essayer de faire quelque chose. Et alors, sur quoi, qu'est-ce qui t'a motivé déjà à faire ces chemins? À faire ce chemin, c'est un projet de 15 ans. Le chemin de Compostelle. En fait, j'ai perdu mon père il y a une quinzaine d'années. Et à sa mort, je m'étais promis de faire le chemin de Compostelle. Et je voulais pas être le journaliste du chemin de Compostelle, arriver vers les gens et bonjour, je suis pèlerin, t'es pèlerin, est-ce qu'on se fait une petite interview? L'interview arrivait plutôt après avoir rencontré la personne depuis plusieurs heures ou plusieurs jours. Et une fois que la personne avait pris le statut d'ami, j'attendais vraiment de connaître la personne avant de pouvoir lui demander une interview. Que tout ça est assez loin maintenant, ça fait plus d'1 an. Et une rencontre à laquelle je repense souvent parce qu'elle m'a marqué, c'était Beata. Parce que Beata, c'était une fille polonaise qui vivait à Chicago, enfin, même elle savait plus trop d'où elle était. Et cette dame, Beata, qui avait peut-être une 50aine d'années, elle a dit cette phrase qui résonne encore aujourd'hui, c'est... And it's very interesting because I don't think that you learn anything from the Camino until you arrive in your home, in your country. Many, many months later, I think you have a moment, and then you understand, that's why I was on the Camino. But now, you don't know why. Là, vraiment, tu rentres en te disant, ouais, ok, pourquoi j'ai fait ça? Tu te poses la question 5 minutes, mais après, tu passes à autre chose, et tu te dis, ouais, mais maintenant, je suis apaisé. Je sais pourquoi j'ai envie de voyager, je sais pourquoi j'ai envie de me lancer dans telle ou telle chose, et grâce à tout ça, je pense que ça va le faire parce que je peux douter des autres, mais je peux plus douter de moi. Qu'est-ce que je fous là? Je n'attends pas vers toi. Ça y est, je t'aperçois. Santiago de Compostela. Ça, c'est des moments de pure joie. Personnellement, hein. Enfin vraiment, je suis vraiment des moments où t'es vraiment heureux, quoi. Parce que tu joues, tu chantes un air connu, tu chantes Marley, tu chantes n'importe quoi, et les gens chantent avec toi, et de par le fait de chanter, d'entendre de la musique et tout, ça rassemble de ouf, c'est génial. Et moi, c'est ce que j'adore dans la musique, et c'est ce qu'est la musique en général, c'est quelque chose qui rassemble. Donc pouvoir jouer avec des Américaines, pouvoir jouer avec un Tchèque à moitié espagnol, un soir sous une église, pouvoir jouer une journée comme ça à fêter une arrivée à Pampelune, tout ça, c'est toujours des moments où... Enfin, parfois dans la vie les mots sont de trop, tu vois. On va te dire je suis heureux, les gens vont penser il est heureux mais en fait il est peut-être pas heureux. Alors que quand tu te mets à chanter sur de la musique, waouh, ça veut dire je suis heureux et puis y'a pas besoin de le dire. Et moi c'est ce que j'adore. Il est comme ça, relax, il a des machins par terre, il y a un boucan d'enfer, ils payent jamais leur loyer, quand les vis et les boules, ils écrivent à l'hiver, ils sont cool. Il y a quelque chose de beau là-dedans, les rencontres de l'éphémère.
C'est des rencontres qui arrivent subitement et qui repartent subitement. Et tous ces gens qu'on a pu interviewer, plus ceux qu'on a rencontrés à côté sans la caméra, je pense que tous, quelque part, j'aurai une part de nostalgie dans laquelle j'aimerais les revoir et les retrouver et continuer encore ces longues discussions. Mais c'est peut-être ça aussi la beauté de ce chemin, c'est de se rencontrer et de se perdre aussi vite. Quand on se dit au revoir le matin, on sait qu'on peut se revoir dans 1 heure, le lendemain, dans une semaine, ou plus jamais se revoir. Et il y a ce côté-là de l'authentique, on n'a pas le droit d'être faux. Du moins, t'as pas le temps d'être faux. T'as un temps qui t'est accordé avec eux, il faut l'accepter. C'est un petit peu ça dans la vie. Beaucoup de pèlerins comparent la vie au chemin de Compostelle. Et le chemin de Compostelle, c'est ça. C'est comme quand t'es dans la vie, t'es avec quelqu'un, tu lui dis au revoir, mais dans le fond, tu sais pas quand l'histoire va s'arrêter avec cette personne. Et du coup, forcément, quand je les revois, je revois ces images sur le montage notamment, et ouais, ça fait sourire de revoir ça. Après, parfois les routes se recroisent, parfois pas. Faut profiter. Ce qui était sympa et beau dans ce voyage, c'est que voilà, on pouvait, même si les gens n'avaient pas le même âge que nous, on arrivait à trouver quand même un point d'entente parce qu'on avait le même objectif et puis on avait les mêmes, on commençait finalement à avoir les mêmes valeurs, quoi. Donc c'est ça qui était intéressant et c'est ça qu'on regrette un peu quand on rentre parce qu'en fait dans la vie de tous les jours c'est pas quelque chose. C'est pas des valeurs auxquelles on a affaire forcément, et puis c'est des valeurs qui sont un peu oubliées aussi peut-être, quoi. Donc c'est vraiment pour le rapport humain qui est très important sur le voyage, quoi. Mais oui, au niveau rencontre, tout est dans le documentaire. Quand tu rencontres des gens comme Pernel, comme ça fait 1 an maintenant, mais le Hongrois, quoi, c'était là qui m'a vachement marqué. Tous ces gens-là, Denis qui est devenu un ami, tout ça, mais c'est tout un enchaînement. Souvent on a entendu cette phrase, il y a une vie avant le chemin, une vie sur le chemin, une vie après le chemin. Donc là c'est après le chemin et du coup on va dire que je repense à ma vie sur le chemin et ouais c'est vraiment une vie, quoi. Quand tu repenses à tous ces gens qui t'ont fait avancer. En fait sur le chemin je pourrais même identifier certaines étapes. L'enfance quand on est dans le Velay, un peu la préadolescence quand on traverse le Gers, tout ça. Les copains, l'adolescence, la fête quand on arrive vers Saint-Jean, quand on arrive dans le Pays Basque. Après l'amour, après le Pays Basque, enfin surtout pour ma part parce que une copine nous a rejoint. Après la famille avec ton papa Léo, avec Denis, avec Pernel, on était tous ensemble, c'était la famille, on a marché comme ça pendant 10 jours. Finalement l'arrivée, cette espèce de bout de souffle où on faisait un nombre de kilomètres par jour qui était vraiment trop énorme, et du coup on y arrive comme ça et on arrive à Fisterra et tu te poses devant la mer et c'est un peu la mort, et c'est une mort, c'est pas triste, hein, ça n'a rien de triste, mais c'est une mort waouh. C'est comme ça que ça se remplit vite, on arrive rapidement à du 15-20 kilos selon les besoins du moment. Et donc le fait d'ajouter un trépied, d'ajouter une caméra, d'ajouter des micros, on s'est vite limité. Par exemple, la question du trépied a vite sauté. On n'imaginait pas pendant 2 mois transporter un trépied qui allait nous handicaper tous les jours. Donc on s'est limité à une caméra 5D. Et puis en 550D qu'on a lâché par la suite d'ailleurs, qu'on a gardé seulement 2 semaines puis qu'on a renvoyé pour... Ce que je veux dire c'est qu'on a dû vraiment être minimaliste malgré notre envie d'avoir du matériel. On est quand même parti sans micro et on l'a bien regretté par la suite. On a compté un petit peu sur le micro de la caméra et c'est une erreur qu'on n'aurait pas dû faire. On aurait dû en tout cas se forcer, se débrouiller pour trouver un micro adapté et avoir un son un petit peu plus potable. Après c'est vrai que peut-être au moment du départ on n'était pas assez ambitieux sur... le rendu que pouvait donner le documentaire et on partait plus pour marcher et pour avoir un support vidéo derrière. Pour le dérochage, on s'est bien débrouillé parce qu'on avait énormément de quantité de cartes, autant des petites CF que des toutes petites cartes SD qu'on pouvait stocker en grand nombre et on avait beaucoup de marge de manœuvre. Donc là-dessus, on a pu tenir toutes nos roches à quelque chose près d'ailleurs. On a dû entamer la dernière carte sur la fin, mais on a pu se débrouiller avec nos quantités de roches sans dérocher en gardant toutes les cartes sur nous.
Et par contre, pour ce qui est des batteries, c'était un autre problème. On avait que 2 batteries. C'est vrai qu'on essayait de se débrouiller pour recharger les batteries Comme on campait la plupart du temps, on pouvait pas les recharger dans la forêt, évidemment. Donc on allait recharger ça dans les auberges, parce que de temps en temps, quand même, on allait dans les auberges pour prendre une douche, quand même. Et voilà, c'est comme ça qu'on les rechargeait, quoi. Mais sinon, à part ça, pas grand-chose, quoi. C'était assez léger. On devait avoir peut-être 400 gigas de rush, un truc comme ça, ouais. 400 gigas, donc quelque part on s'était aussi un petit peu limité, ça aurait pu être plus que ça. Après en temps de montage, ça a été très long, j'ai dû mettre une 60aine d'heures pour une première version. Et donc après plus quelques modifs, je sais pas, ajoutons 10 heures. Et puis ensuite est venue une deuxième version quand même un petit peu différente de la première, qui est venue plusieurs mois après relecture du projet. Je sais pas, on pourrait peut-être ajouter une 30aine d'heures. Je pense qu'on est autour de la 100aine d'heures, ouais, en tout, pour vraiment partir du point A jusqu'au point Z. Une 100aine d'heures sur l'ordinateur. Ouais. Tu te lances là-dessus et tu te dis, c'est pas rien quand même, c'est pas juste un tour du Mont Blanc qui résume le tour du Mont Blanc en passant d'école et en ayant une belle vue. C'est pas juste un GR Corse qui traverse la Corse. Les choses que j'ai pu faire. Là, c'est vraiment quelque chose qui te parle au niveau historique par rapport à la chrétienté et tout ça, mais qui te parle du coup au niveau, sans être croyant, ça te parle aussi au niveau des énergies, tout ça. Tu dis, c'est pas possible, ça fait bien plus de 1000 ans que maintenant que les gens marchent sur ce chemin. Un truc, ça te donne envie. Alors, on recherche toujours l'utopie, là où tout le monde s'aime, là où tout le monde s'entraide. Et ben en fait, faut plus chercher. Le chemin de Compostelle, c'est exactement les valeurs qu'il retrace tout le long. Et du coup, il y a un bilan de bienfaisance. Ouais. J'en vois un petit peu après comme les gens sont ressortis, comme mes collègues, un peu ce qu'ils ont entrepris après par la suite. Il y en a une qui part en Irlande pour découvrir des écolieux, il y en a un autre qui veut se construire une yourte. Et beaucoup disent que c'est un peu une nouvelle renaissance, que le chemin de Compostelle, c'est un peu le début de la vie. Il y en a qui disent qu'il y a la vie avant Compostelle et la vie après Compostelle. Ouais. Et c'est vrai que pour nous, ça a été le départ d'une idée qui est devenue bien plus grande par la suite, celle de traverser l'Europe à vélo. Si on avait quand même la véritable envie de ne pas voyager que pour soi, mais voyager aussi pour les autres. C'est un petit peu ce que le chemin de Compostelle inculquait sur ces différentes valeurs d'échange. Et donc un nouveau projet s'est mis en place, la traversée de l'Europe à vélo sur 6000 km, en allant à la rencontre d'une école par chaque pays. Donc 7 pays traversés, 7 écoles, pour la réalisation d'une fresque transeuropéenne. C'est un projet qui s'est mis en place peu de temps après ce retour. Donc un nouveau départ a suivi, un grand départ, avec Maxime Tessèdre et Hugo Ladavière. Donc on était 3 à se suivre sur ce nouveau projet et qui a donné un documentaire par la suite. Et donc, ouais, ce chemin de Compostelle peut évoquer seulement des bonnes choses. En tout cas, il est producteur de bons projets et de bonnes pensées. Ouais.